Bonjour à tous. Il me revient la difficile mission d'essayer de résumer un petit peu ce qui a été dit pendant toute cette journée qui était passionnante. Je suis aussi conscient que je suis le dernier à vous séparer du cocktail de clôture, donc je sais que c'est une incitation à aller vite, mais je vais quand même essayer de faire cette synthèse en vous disant un petit peu ce que je considère comme étant les principaux défis qui sont devant nous pour les années à venir. D'abord, un grand merci pour ceux qui sont venus, nombreux aujourd'hui. Un grand merci à nos intervenants qui ont amené un éclairage complémentaire, on va dire. On a parlé du constat d'abord, on a parlé de ce qui se passe dans le grand public, on a parlé des solutions de façon assez organisée. Et puis également, un grand merci aux équipes CCR qui ont rendu possible cet événement qui est, je crois, un très grand succès aujourd'hui. Alors, protéger l'assurabilité, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire notamment, principalement, protéger le régime des catastrophes naturelles, même s'il existe d'autres risques importants, risques extrêmes. Mais ça a été dit plusieurs fois, c'est protéger les principes mêmes qui fondent le régime. C'est-à-dire les principes qui ont toujours sous-tendu le régime et qui, eux, n'ont pas changé. Le régime s'adapte, mais les principes n'ont pas changé à travers les époques, à travers les changements d'environnement, les changements politiques, par exemple. Et en ce moment, on peut dire qu'on est servi. Je crois qu'on peut se réjouir qu'en France, et nous sommes effectivement de plus en plus jalousés, pas partout, mais dans beaucoup d'endroits, du fait que nous avons pu construire un système qui marche, qui fonctionne, qui est résilient. C'est une protection de qualité pour les citoyens, et souvent ceux d'entre eux qui sont les plus exposés, y compris personnellement. C'est aussi les entreprises, parce qu'il ne faut pas oublier que les entreprises sont protégées par le régime CatNat, qui donc repose sur des principes universels. Ils ont été rappelés notamment par Antoine Quentin tout à l'heure, la solidarité, la responsabilité, l'équité. Ces principes ont toujours permis d'autoriser, de créer cette stabilité du régime au service de tout le monde. Eh bien, si on préserve les principes, on préserve le régime. Alors, je suis un tout petit peu prudent dans mon propos. J'utilise l'indicatif et pas le conditionnel, mais quand même, je reste prudent parce que le régime fait face à de nombreuses pressions. Il subit, comme d'autres systèmes, des bouleversements. Alors des bouleversements politiques, mais aussi des bouleversements physiques, économiques, sociaux. Et dans les bouleversements, dans les changements, il y en a un qui a été rappelé, notamment lors de la deuxième table ronde. C'est évidemment la transformation qu'on dit sociétale désormais. C'est-à-dire le fait que comme il y a des changements de technologie qui eux-mêmes amènent des changements d'interaction sociale et puis même des changements carrément cognitifs, eh bien on rend sociétaux, bref, tout le monde s'intéresse à des sujets qui avant étaient totalement laissés aux experts. Et on a vu, avec des conséquences qui sont plutôt positives d'ailleurs, on a vu que c'est pleinement le cas pour les conséquences physiques du réchauffement climatique. Donc notre enjeu collectif, nous l'avons bien compris lors de cette journée, et c'était bien le but avec le titre « Protéger l'assurabilité ». Notre enjeu collectif est de faire en sorte que la protection de l'assurabilité ne soit plus une question d'experts seulement, mais bien un sujet dont chacun puisse se saisir. En réalité, nous avons peu le choix. Alors, Martin Landais, tout à l'heure, a rappelé les termes de la Constitution, du préambule de la Constitution de 1946. Je vais quand même citer la phrase qui est intéressante. « La nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales. » Donc il y avait calamité, il y avait nationale à l'époque. CCR date de 1946, pas de 1982. 1982, ça a été une amélioration fondamentale puisque c'est la création du régime, mais c'est une amélioration de quelque chose qui existait déjà. Alors dans ce contexte, on veut modifier quelque chose qui marche, on veut modifier prudemment. Je crois qu'il y a un certain nombre de défis qui sont en réalité au nombre de 7. Le premier, ça a été beaucoup abordé, c'est la confiance. On ne crée pas un système qui marche quand on ne crée pas de la valeur ensemble. Dans les jeux à somme nulle, quand on détruit de la valeur, chacun essaie de retrouver ses petits et on n'arrive pas à avancer. C'est vrai dans l'économie, c'est vrai dans l'assurance, c'est vraiment en associant toutes les parties prenantes et en leur donnant un intérêt pour leur groupe à participer à cette lutte contre les risques extrêmes que nous pourrons préserver la mutualisation assurantielle. Et donc, nous sommes défavorables au name and shame, nous sommes en revanche totalement favorables à des solutions qui permettent d'associer tout le monde. Et de nombreuses
parties qui étaient peut-être moins traditionnellement associées ont été citées lors des différentes tables rondes. Bien sûr qu'il y a les assureurs, les réassureurs, publics et privés. Bien sûr qu'il y a les entreprises, les assurés particuliers. Mais il y a aussi le secteur du bâtiment, de la réparation, les experts et bien sûr les collectivités locales et l'État. Le deuxième défi après la confiance, c'est vraiment la relation entre le marché et CCR, c'est-à-dire comment ça marche, cette frontière d'assurabilité entre le marché et puis tout d'un coup le marché qui n'est plus suffisant. Et là, il faut être clair, c'est un peu le paradoxe du régime CatNat. Le régime CatNat, je ne vais pas dire que c'est mieux quand on ne s'en sert pas, mais en gros, quand il y a un péril qui est assurable par le marché seul, eh bien le marché seul fonctionne, il n'y a pas besoin de la garantie de l'État, il n'y a pas besoin de CCR. Et donc, il faut même, Florence Sussman l'a dit tout à l'heure, il faut même essayer de pousser au maximum la possibilité d'avoir une assurance primaire, une assurance qui fonctionne. Et ensuite, si ça ne marche pas, une fois qu'on a analysé les carences et qu'il y a bien une carence, ben évidemment, il faut intervenir, notamment lorsque ces carences sont devenues structurelles. Ça, c'est assez fondamental parce qu'on entend beaucoup de débats sur le périmètre des périls. Il n'y a pas une liberté totale dans le choix des périls. Ce n'est pas un choix qu'on fait comme ça. Ce choix, c'est lorsqu'il y a une carence de marché, eh bien, il faut absolument le solvabiliser par un moyen qui marche bien et qui est ce partenariat public-privé. Ça n'est pas une surprise, comme dans beaucoup d'autres matières, on essaie de trouver une voie intermédiaire, une voie simple entre le tout privé qui marcherait, puis le jour où ça ne marcherait plus, nous socialiserons les pertes, et puis quelque chose qui serait tout public et qui serait à la fin infinançable. Troisième défi, on en a beaucoup parlé, c'est la responsabilité. La solidarité qui est prévue par le régime, qui est prévue même par la Constitution, en face, il faut de la responsabilité. Cette responsabilité, c'est évidemment la responsabilité financière qui a été évoquée plusieurs fois, et je tiens encore à saluer la mesure courageuse qui a été prise pour augmenter les surprimes CatNat en décembre dernier. Alors évidemment, ce sont des montants, des pourcentages qu'il faudra continuer d'augmenter avec le réchauffement climatique, mais ne boudons pas notre plaisir. La responsabilité, au-delà du financement, c'est la responsabilité dans la répartition des gains, des inconvénients, des coûts et surtout des risques. Les anglo-saxons ont un terme que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle le skin in the game. On est dans un système d'assurance. On est dans un système d'assurance et de réassurance. On n'est pas dans un système de répartition ou de redistribution. Donc il faut des incitations. Et d'ailleurs, ces incitations, on les retrouve, je ne vais pas toutes les lister, mais dans le fameux traité CCR avec nos cédantes, avec nos assureurs, qui permet justement de soutenir le régime. C'est, par exemple, le fait d'avoir des franchises et des rétentions qui sont à tous les niveaux et qu'on partage. C'est le fait d'avoir un quote-part à 50-50, qu'on ne bouge pas, tout simplement parce que c'est presque le gage principal de la mutualisation sur tout le territoire. On le verra dans les semaines, dans les mois qui viennent. Nous réorienterons, en accord avec nos clients, avec nos cédantes, le commissionnement, quote-part, nous allons le réorienter vers une promotion de l'assurabilité, alors que jusque-là, nous promouvions plutôt, en partie, le résultat technique. Et puis, je pourrais en citer beaucoup d'autres. Sur la responsabilité, évidemment qu'il faut continuer d'avoir des arrêtés CatNat fondés sur des principes qui sont des principes scientifiques, statistiques. Je rappelle que le régime est aussi fondé sur l'intensité exceptionnelle de l'aléa. Et enfin, toujours sur la responsabilité, on va avoir, mais Antoine Quentin l'a très bien dit tout à l'heure, de plus en plus de responsabilités individuelles à exercer, au-delà de la responsabilité que j'allais qualifier de collective classique qu'on retrouve à travers le Front Barnier. Dernier point que j'ai mis dans la case responsabilité, parce que c'est une question de responsabilité, puis aussi de courage, c'est ce que j'appelle le courage de la cartographie. Beaucoup de débats ont eu lieu, donc je vais résumer. On a besoin d'une triple cartographie. On a besoin d'une cartographie des risques, des aléas, bien sûr, mais immédiatement après, ou en même temps, on a besoin de la cartographie des solutions. Qu'est-ce qu'on fait quand on connaît cette fameuse cartographie? Et troisièmement, on a besoin d'une cartographie de la présence des assureurs, des parts de marché pour détecter les éventuels risques, je dis bien risques de sélection ou de désengagement. Là aussi, c'est un équilibre. La solvabilisation apportée par le régime CatNat, franchement, c'est logique que ça oblige aux assureurs de rester présents. Mais à contrario, non. On ne peut pas pousser des assureurs à rester dans des zones qui sont plus que rouges, qui sont violettes, voire violet foncé, et qui font que l'aléa n'existe plus. Il est devenu une certitude. Ça ne serait pas responsable de ne pas faire cette cartographie jusqu'aux zones dont nous devons clairement nous retirer sur la durée. Le quatrième défi, c'est garder la science du risque
nous devons toujours pratiquer la science, alors mathématique, actuarielle, statistique, mais aussi la science physique. Il faut rester proche de la réalité du terrain. Évidemment, CCR en la matière, avec ses prévisions à 2050 des aléas, fournit des éléments, des chiffres qui permettent d'orienter les politiques publiques. Mais il faut aller au-delà. Il faut bien sûr que cette science du risque ne se limite pas au tertiaire, au numérique, aux cartographies. Il faut aller vers l'innovation, vers l'industriel. Ça a été dit un petit peu tout à l'heure. On doit créer les conditions d'une composante industrielle de réduction du risque naturel, du risque physique en France, qui n'existe pas vraiment, contrairement à d'autres pays qui ont été cités, comme la Belgique ou les Pays-Bas. Et pour sa part, CCR jouera un rôle d'incubateur d'une telle filière, de façon à ce que le secteur privé puisse jouer un rôle dans ce secteur. Pourquoi ? Parce que la rentabilité, elle sera clairement là. Le cinquième défi, c'est au-delà de l'analyse assurantielle, il faut une analyse économique ou, je dirais, socio-économique globale. On sait très bien, quand on mesure l'impact sur les risques financiers, sur le PIB des catastrophes naturelles, le risque dommage n'est qu'une partie du risque, par définition. Quand on a une assurance dommage, on est couvert sur le risque dommage. Et donc, toute une série de dommages économiques ne sont pas pris en compte. La pollution, la perte de temps, la déconsommation, enfin bref, il y en a beaucoup. Et donc, il faut faire cette analyse pour voir ce que coûte réellement au total, quand on a monétisé toutes les externalités négatives, dont je viens d'en citer un certain nombre. Il faut faire le calcul total pour déterminer, et là c'est une analyse économique, si oui ou non il faut rester ou pas. Et en quelque sorte, c'est une science qui est un petit peu différente de la science assurantielle classique, parce qu'on travaille à la frontière de l'assurabilité, où la question n'est pas seulement de bien tarifer pour un assureur, évidemment cette question est fondamentale et reste légitime, mais dans le même temps, il faut vérifier que l'apport qui est fourni par l'État, par exemple via une garantie illimitée comme aujourd'hui, eh bien, que le prix de cette garantie vaut le coup. Alors encore une fois, c'est complexe, ça change un peu la nature de ce que peuvent faire certains actuaires aujourd'hui, mais il faut le faire au service de ceux qui seront le plus en risque et qui seront le plus touchés si nous n'avançons pas assez vite. Le sixième défi, ça a été cité, c'est que, ça pourrait être le titre d'un film d'ailleurs, c'est « Assurer ne suffit pas ». Bon, l'assurance, c'est évidemment totalement fondamental, mais l'assurance, ça fait partie d'un tout cohérent, et on a vu que l'assurance sans la prévention et sans l'adaptation, ça risque de créer des effets délétères. Et donc, il faut avancer, ça a été dit, sur le financement de la prévention, avec le financement de la prévention dite classique, plutôt collective. On a beaucoup parlé des plans de prévention des risques, on a parlé du fonds Barnier. Donc il faut que cette prévention et ces financements augmentent au moins aussi vite que le montant des sinistres qui sont devant nous. Et deuxièmement, en plus, on a une deuxième couche qu'il faut inventer parce qu'elle n'existe quasiment pas ou très peu, c'est celle de la prévention des risques individuels, les cyclones dans les territoires ultramarins d'une part, et surtout dans l'Hexagone, le retrait-gonflement des argiles qui est devenu le premier risque dans notre territoire. Alors je dis clairement aujourd'hui, le compte n'y est ni pour l'un ni pour l'autre. Bon, la prévention, disons qu'on démarre pour la partie individuelle, mais même pour la partie collective, comme chacun sait ici dans cette salle, les montants qui ont été alloués à la prévention et qui ont démontré leur efficacité. Quand vous voyez les simulations CCR, si le risque inondation n'a pas vraiment augmenté dans les dernières années, c'est du fait de la prévention qui a fonctionné. Donc il faut quand même parler de temps en temps des trains qui arrivent à l'heure, ce qu'on fait rarement en France. Ça a parfaitement fonctionné, il faut le garder. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, on a un début de décorrélation entre les fonds qui sont alloués à la réduction du risque dans le fonds Barnier et la courbe des sinistres. Il serait bien de retrouver cette corrélation dans les années qui viennent. Et puis, dernier sujet là-dessus, qui est évidemment extrêmement important, ça a été évoqué, c'est qu'on est en train d'assister à un mouvement de plaques tectoniques. Évidemment qu'il est fondamental de décarboner pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés en matière de lutte contre le réchauffement climatique, mais malheureusement, avec la France à 4 degrés et un monde à 3 degrés, très probablement, on passe d'une priorité qui consiste à lutter contre un risque qui augmente, à essayer de le freiner, à de l'adaptation qui consiste de toute façon à faire quelque chose quand une partie de ce risque se matérialise. Et ça, malheureusement, c'est beaucoup plus désagréable, parce qu'en fait, on sait qu'on va en baver, mais qu'il faut quand même le faire. Et comme ça passe en priorité, ça veut dire que dans les mécanismes actuels, dans les plans, dans les futures lois, il faudra qu'il y ait une place suffisante dans l'ensemble de l'adaptation au réchauffement climatique, mais il faudra qu'il y ait suffisamment d'actions et de budget, comme l'a dit le sénateur Jean-François Husson,
sur la réduction du risque physique, parce que sinon, on va être rattrapé par la patrouille. Quand nos citoyens verront qu'on met plus d'argent sur l'isolation de leur maison alors que la maison est en train de craquer, ou pire, évidemment, ça ne tiendra pas 2 minutes. Et je ne parle pas, évidemment, du risque pour la vie humaine, qui, évidemment, peut arriver encore plus vite et encore plus tôt. On nous l'a montré tout à l'heure, c'est encore plus prioritaire. On va aussi avoir des sujets d'adaptation de ce point de vue-là. Et puis le 7e, et je vous rassure, le dernier défi, je crois que c'est un peu le défi collectif dont on a peut-être le plus parlé aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on voulait une thématique autour de l'assurabilité, c'est celui de la lisibilité, de la pédagogie de notre régime et de notre système. Alors, je le disais en introduction, clairement, les catastrophes naturelles sont devenues un sujet sociétal qui dépasse les experts. Nous avons collectivement, d'ailleurs CCR se met dans cet environnement, nous avons beaucoup de progrès à faire, clairement, pour nous rendre lisibles, pédagogiques et expliquer ce qu'il faut faire pour aider évidemment les pouvoirs publics à prendre les décisions éclairées, mais aussi pour que chacun s'en saisisse. Le travail a un peu changé. Il y a 10 ou 20 ans, c'était un débat d'experts. Maintenant, il faut être très bon en communication, en marketing, parce que sinon, ça ne marche pas. Alors, CCR, qui s'est donné pour raison d'être, je cite, « protéger l'assurabilité pour permettre à chacun de se construire un avenir », eh bien, je voudrais affirmer devant vous que CCR conservera cette ligne. Elle sera fidèle à cette raison d'être pour relever tous les défis que j'ai évoqués, en continuant à réassurer dès lors qu'il y a une carence de marché, conseiller les pouvoirs publics, et ça a été dit tout à l'heure, au-delà, continuer de contribuer à cartographier, à évaluer les risques, promouvoir l'observabilité de l'assurabilité, voir où est l'assurance, comment elle se comporte, continuer de promouvoir la péréquation du régime, qui est un axe essentiel, toujours constituer, être la vigie des risques nouveaux et des risques extrêmes, et dernier point, être l'incubateur de cette fameuse filière des solutions technologiques et industrielles de demain face aux risques naturels. Alors évidemment, CCR ne va pas agir seul, on en a beaucoup parlé. Presque un Français sur 2 pense que le monde de demain risque de ne plus être assurable et qu'il ne sera plus possible financièrement de financer tout cela, de couvrir tous les nouveaux risques. Face à ce risque, à cette tentation de résignation, il me semble et il nous semble, chez CCR, que la responsabilité nous revient à tous dans cette salle, car nous représentons un écosystème. Eh bien, il nous faut contribuer à maintenir la confiance chez nos entreprises et surtout chez nos concitoyens en notre capacité collective à nous adapter et à surmonter les risques auxquels nous faisons face. Et je crois que cette confiance ne peut être renforcée qu'en montrant que nous y contribuons tous pour améliorer l'existant. Nous avons notamment beaucoup à gagner à valoriser notre propre système pour nous-mêmes, pour en utiliser les forces, mais également pour le valoriser au niveau européen et à l'international, alors que beaucoup de pays, on a cité l'Italie tout à l'heure, sont concernés par le changement climatique. Merci encore pour votre participation à cette journée et merci pour votre attention.